Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans ce journal de début de semaine. Le nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco vient d'être inauguré officiellement ce lundi en présence du couple princier. Nous reviendrons sur le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec au programme de la musique américaine du XXe siècle. Nous irons au jardin exotique pour vous faire découvrir une double exposition avec des sculptures mais aussi des photos. Nous partirons à Draguignan où la Fondation Princesse Charlène de Monaco a organisé des ateliers de rugby avec de grands spécialistes de l'Ovalie. Et enfin, à l'issue de ce journal, vous retrouverez votre magazine sport avec bien sûr la montée de la SMFC en Ligue 1. Le nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco vient d'être officiellement inauguré ce lundi en présence du couple princier. Cet établissement à l'esthétique moderne accueille depuis 2 mois les élèves dans des conditions de travail exemplaires. Voyez ce reportage d'Élodie Messager. Un bâtiment de 9 étages, moderne, lumineux, doté de salles spécialisées et d'équipements de pointe, mais aussi d'une belle vue mer. Voilà à quoi ressemble le nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco. Situé dans le quartier de la Condamine, il remplace l'ancien bâtiment de 1969, devenu obsolète. Officiellement inauguré ce lundi en présence du prince et de la princesse, le lycée a reçu la bénédiction de Monseigneur Barcy. L'éducation, un domaine prioritaire pour le gouvernement qui, à travers ce projet totalement innovant, souhaite valoriser les filières de la formation professionnelle. Nous avons ici, je dirais, l'image de l'excellence de la construction monégasque et de l'excellence au niveau de l'éducation. Nous avons ici un établissement qui pourra accueillir 600 élèves, qui est un établissement, je crois, qui est pilote en la matière, avec, comme vous l'avez vu, de nombreuses réussites architecturales, technologiques, techniques. Je crois que le lycée hôtelier et technique de Monaco est un joyau qui nous permet de montrer que pour la principauté, l'enseignement technique est un enseignement important. Le souverain et son épouse sont allés à la rencontre des élèves et des professeurs qui ont découvert leur nouvel environnement il y a 2 mois. L'établissement qui compte 71 salles de classe, 4 ateliers industriels, un restaurant pédagogique, le Cordon d'Or ou encore un auditorium permet aux élèves d'apprendre leur futur métier dans des conditions optimales. Je peux vous assurer qu'on est doté d'un matériel très haut, très en pointe. Dans chaque salle, vous trouvez aujourd'hui un ordinateur dédié à chaque professeur avec pratiquement un vidéoprojecteur dans chaque salle, des tiges, des tableaux interactifs. On ne peut pas rêver plus et mieux. Moi, si j'avais été élève à cette époque, j'aurais été pleinement heureux de pouvoir vivre cette période. Près de 500 élèves suivent actuellement ici une formation dans le domaine industriel, du tertiaire ou de l'hôtellerie. L'édifice, conçu dans le respect des normes environnementales, est situé au cœur d'un quartier en plein essor. C'est également à la Condamine que sera implanté le nouveau collège Charles III. En bref, une soirée caritative était organisée vendredi dans les ateliers des ballets de Monte-Carlo. Soirée au profit de la fondation White Feather en présence du prince Albert II, de la princesse Charlène, de l'actrice américaine Whoopi Goldberg et du musicien Julian Lennon, ainsi que de nombreux autres convives. Toujours en bref, l'ordre équestre de Saint-Sépulcre de Jérusalem a accueilli 7 nouveaux chevaliers et 5 dames. C'est une tradition qui remonterait au XIIe siècle, à l'époque des croisades, au temps de Godefroy de Bouillon. La cérémonie s'est déroulée hier matin à la cathédrale de Monaco. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans transition, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donnait un concert de musique américaine du XXe siècle ce dimanche à l'auditorium Régnier 3 avec au programme des œuvres de Bernstein, de Copland ou encore de Gershwin. Vous voyez ce reportage de José Sacré et Serge Prémont. Le programme Bernstein, Copland, Gershwin, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Wayne Marshall, la soliste Marie-Bé Barrière pilote ont fait de ce concert du dimanche 12 mai 2013 à l'auditorium Régnier 3 un moment musical d'exception.
Après le Divertimento de Bernstein, Maribeth Barrière-Bilotte, clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, était la soliste du concerto pour clarinette et orchestre à cordes, harpe et piano d'Aaron Copland. J'imagine que le trac était quand même important parce que comme ça, jouer en soliste devant ses collègues, c'est un honneur, c'est un plaisir, mais bon, le trac est encore plus grand, non? Oui, c'est ce qu'il y a de pire finalement. C'est ce qu'il y a de meilleur dans le sens où on sait que derrière on va être confortable et que tous les musiciens et les amis, les copains vont être là pour soutenir et pour faire en sorte que ça se passe le mieux. Mais en même temps, moi, c'est une pression parce que je veux pas les décevoir. Parce que maintenant, depuis 13 ans bientôt que je suis ici au pupitre, on se connaît bien et oui, j'ai pas envie de les décevoir. Donc j'espère que ça n'ait pas été le cas ce soir. Composé à la demande du grand clarinettiste de jazz Benny Goodman, qu'il a créé à la radio NBC en 1949 sous la direction du compositeur, cette œuvre était interprétée pour la première fois par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Que dire, à part un grand merci pour ce cadeau et puis une grande fierté, surtout que ce concerto, depuis que j'ai commencé la clarinette, je rêve de le jouer parce que je trouve ça magnifique. C'est vraiment une pièce qui réunit tout ce qu'on peut avoir envie de jouer dans la musique, je trouve. Le début, c'est chantant, c'est une mélodie magnifique, une cadence quand même où on a le moyen de montrer ce qu'on sait faire avec son instrument, et puis un dernier mouvement où vraiment on peut s'éclater parce que rythmiquement ça bouge, en même temps c'est pas évident, hein. Faut pas croire, ça a l'air facile comme ça mais c'est pas le cas, et donc voilà, c'est un pur bonheur de le jouer, et donc si c'est la première fois, j'en suis ravie. Vous imaginez la chance que j'ai, c'est très égoïste ce que je dis, mais jouer ce concerto-là avec un chef comme Wayne Marshall, qui est déjà venu ici de nombreuses fois, qui nous a fait des concerts où on s'est vraiment amusé et en même temps où on a vraiment travaillé et fait de la qualité. Donc avoir l'honneur de jouer avec ce monsieur-là, c'était vraiment un grand plaisir et très facile aussi. On ne s'est même pas parlé avant de la première répétition et ça a marché, j'espère, tout seul. C'est le mystère de la musique et le charme de la musique. Le mystère de la musique, mais en même temps, ça reste très humain tout ça. Donc quand il y a a priori un bon contact humain, la musique, elle va avec. Hein. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. On reste dans le domaine culturel, direction le Jardin Exotique, où vous allez découvrir l'exposition « Quand fleurissent les sculptures ». Une double exposition en réalité, avec comme son nom l'indique, des sculptures, mais aussi des photos. Reportage. Voici la 4e édition de Quand fleurissent les sculptures, une exposition organisée par le Comité national monégasque de l'Association internationale pour les arts plastiques, sous l'égide de l'UNESCO. 19 artistes de l'association au total présentent actuellement leurs œuvres, ça et là au Jardin Exotique, au détour d'un buisson, de cactés ou autres plantes succulentes. Une exposition éclectique. Nous avons d'abord tous les genres, chacun a son style et beaucoup de matériaux sont utilisés en partant du bronze, marbre, acier, bois, matériaux de récupération, etc. Donc c'est, je pense, une belle exposition dans un bel écrin surtout que représente le Jardin Exotique pour tous les artistes. Le Jardin Exotique abrite en réalité une double exposition, sculpture bien sûr, mais aussi photos dans la serre Louis Vatrican. Cette année, le Jardin Exotique fête ses 80 ans. Et l'espace que j'appelais la Verrière, qui était l'ancienne serre maintenant, est un très bel espace pour faire une exposition de photos. Fêtant les 80 ans, nous avons pensé que les photographes du comité pouvaient travailler sur le thème le Jardin Exotique vu par, en prenant des photos essentiellement dans le Jardin Exotique. Parce que tout le monde a plus ou moins fait des photos de cactés, mais il fallait que ce soit vraiment des photos prises ici dans le Jardin Exotique. Visible jusqu'au 30 juin, Quand fleurissent les sculptures et le Jardin Exotique vu par, une double exposition proposée dans le cadre du 80e anniversaire de ce jardin typique. On prend la direction de Draguignan à présent et nous allons parler de rugby. Ce dimanche s'est déroulé dans cette ville varoise le 32e tournoi du Dragon, un tournoi de rugby destiné aux jeunes de 5 à 15 ans.
Et à cette occasion, la Fondation Princesse Charlène de Monaco en a profité pour organiser différents ateliers avec de grands champions de l'Ovalie. Reportage. Allez, fais le braquage les gars. Ouais, tombez. Très bien, très bien. Serrez-vous avec les mains. Ils étaient au nombre de 8 joueurs internationaux, à commencer par Byron Kelleher, le All Black, qui a causé notamment tant de problèmes au 15 de France. L'Anglais Dan Luger, champion du monde 2003. Mais également 6 joueurs actuels du RC Toulon. Ils sont venus une semaine seulement avant leur finale de Coupe d'Europe. Ils sont tous internationaux. 3 Néo-Zélandais, Carl-Joseph Heyman, Chris Mazoé et David Smith. L'Argentin, l'extraordinaire Juan Martín Fernandez. L'Anglais, Stéphane Elvis Armitage. Sans oublier le Français, Jocelino Souta. Que du lourd, du très lourd. Les jeunes cadets de Draguignan et de Monaco ont vécu un rêve éveillé ce dimanche. S'entraîner avec tous ces champions. Bien, placez le wing. Dedans, 2 buts, hein. Ces jeunes rugbymen ont pu vivre cette incroyable aventure grâce à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. L'important, c'est qu'on est au cœur de ce qu'on essaye de faire passer, c'est-à-dire les valeurs du sport et le sens de l'exemple. On a aujourd'hui 8 joueurs internationaux qui sont venus parler à ces enfants, leur expliquer pourquoi le sport et pourquoi le rugby a été très important, déterminant dans leur vie, et leur montrer sur le terrain qu'en fait ça peut changer clairement leur comportement. En même temps, on a parlé d'alimentation, on a parlé de drogue, on a parlé de dopage, donc des éléments très importants pour ces enfants qui un jour pourront devenir, on l'espère pour eux, de grands champions du rugby. La Fondation Princesse Charlène de Monaco a 3 missions principales: sauver des enfants de la noyade par le biais de l'apprentissage de la natation, identifier les futurs champions de demain et les soutenir à l'aide de bourses, et enfin véhiculer les valeurs du sport, et c'est ce point précis dont il était question sur le terrain ce dimanche. Ces professionnels ont en plus des conseils techniques transmis les valeurs du rugby, des joueurs qui n'ont pas hésité une seconde. C'est très important parce que la Princesse Charlène Foundation de Monaco, c'est pour redonner les valeurs de le sport en général. Donc pour nous d'être ici ensemble, en le gros joueur international, de venir ici et retransmettre le message de valeur de rugby avec tous les enfants, pour moi c'est extraordinaire de faire une transmission de la vie comme ça. Tu n'as pas besoin de faire ça très fort, mais c'est les techniques. C'est pour une bonne cause et surtout voir le sourire de tous les gamins et puis voir dans leurs yeux que les petites étincelles de nous voir avec eux. Donc c'est ça le message qu'on aimerait faire passer, surtout qu'ils profitent de la journée. Pour moi spécialement, il y a des valeurs et des trucs vraiment importants. Et c'est toujours sympa de passer ça aux enfants. C'est le plus important. Moi, quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à jouer. J'ai toujours appris qu'ici, c'est les valeurs de jouer pour l'équipe, d'être solidaire, d'être humble. Et ça, c'est important. Mettez la tête dedans. Mettez la tête dedans. Poussez dehors. Ça nous a permis de retrouver des grands joueurs comme ça. C'est une bonne opportunité. Ça nous permet de nous retrouver aussi et de progresser encore. Voilà, c'est que du bonheur. Là, on est vraiment proche de ces personnes-là qu'on pensait inaccessibles. Et puis une grande excitation aussi de se dire que voilà, on a plaqué un grand monsieur, on s'est fait plaquer par un grand monsieur, on l'a fait tomber, on l'a pas fait tomber. Et se dire espérer d'être à leur place dans un futur proche. En plus de cet après-midi sur le terrain, les cadets de Monaco et de Draguignan ont pu écouter le message vidéo de plusieurs stars du rugby comme Wilkinson, Michalak ou encore du sautoir, ainsi que les conseils d'un médecin du sport. Une journée qui s'est achevée par les finales de ce 32e tournoi du Dragon. Au départ, 1300 jeunes de 5 à 15 ans venant de tout le sud de la France. Et une fois n'est pas coutume, ce sont les pros qui ont assisté avec attention au match des plus jeunes. Ces 8 internationaux ont mis en pratique les valeurs du rugby, solidarité et humilité. Ils ont été disponibles et exemplaires tout au long de la journée. Le reste de l'actualité en bref, l'exposition canine internationale de Monaco a récompensé une nouvelle fois les plus beaux chiens tout au long du week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Cela fait déjà 82 ans que la race canine est mise à l'honneur en principauté. Au départ sous l'impulsion de la princesse Charlotte, puis de la princesse Antoinette et désormais de la baronne Elisabeth Anne de Massier, de sa fille Mélanie Antoinette.
Près de 1000 chiens, plus de 200 races venant d'une vingtaine de pays étaient en compétition. Une remise des prix en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et du ministre d'État. Sans oublier à l'extérieur des démonstrations des chiens de la gendarmerie, différentes simulations à la recherche de produits, que ce soit explosifs, stupéfiants ou même de faux béliers. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Pour le savoir, voici la météo. À commencer par mardi, le temps reste bien agréable. Le soleil sera légèrement plus hésitant dans l'après-midi. Les températures de 18 à 22 degrés. Mercredi, début d'une période médiocre, beaucoup de nuages, voire de la pluie par moment. Les températures sont en légère baisse, de 18 à 19 degrés. Jeudi, encore beaucoup de nuages et de fréquentes chutes de pluie. Il fera de 17 à 18 degrés. Et enfin, vendredi, la persistance de nuages et de pluie. Les températures baissent encore, de 16 à 17 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine sport concocté par Frédéric Hélion. À très bientôt, au revoir.